Donc à tous, je vous le dis, vous allez sur le drive, vous allez récupérer le cours tenue de route et vous le téléchargez ce cours sur votre ordinateur. Donc je vous propose comme d'habitude de prendre des notes et vous mettrez ensuite vos notes au propre tranquillement. Il est évident que suite au cours, il y aura comme d'hab des évaluations pour voir si ce qu'on a fait, vous l'avez correctement compris et s'il faut que je revienne sur certains points. Alors, je vous ai mis, vous verrez dans le film, vous l'aurez, hein, il y a une ressource qui est un site internet où il y a des choses qui sont intéressantes à lire. Donc, je vous propose de pouvoir aller vérifier sur ce site-là. Vous aurez des compléments. Il n'y a pas que la partie cycle. Hein. Il y a plein d'autres domaines qui sont traités de façon très simple mais rigoureuse. Donc, voilà. C'est pour ça que je me suis permis de le mettre en ressource. Alors, avant d'attaquer quand même la tenue de route, je voulais quand même qu'on fasse un petit point sur les relations entre l'AFS, dont la construction méca, et la maintenance. C'est important parce que c'est de leur action que découlent nos actions à nous. Donc déjà, toutes les pièces d'une moto sont reliées à une autre pièce de cette même moto. Toujours. Je vais enfoncer des portes ouvertes, mais c'est pour que ça rentre bien dans les têtes de tout le monde. Cette liaison entre ces deux pièces permet ou pas un mouvement relatif entre ces deux pièces. Donc si j'ai deux pièces qui sont en contact, soit elles peuvent bouger l'une par rapport à l'autre, soit les deux bougent en même temps et de la même façon. Si il y a un mouvement relatif entre ces deux pièces, c'est donc deux pièces peuvent bouger l'une par rapport à l'autre, automatiquement il y a un jeu entre ces deux pièces. S'il n'y a pas de mouvement relatif entre ces deux pièces, ça veut dire qu'il n'y a pas de jeu entre ces deux pièces. C'est pas plus difficile que ça. Alors, c'est celui qui construit la liaison qui détermine la valeur du jeu. Et c'est au mécano de vérifier si la valeur du jeu prévu est conforme. C'est hyper important. Donc il faut absolument que là-dessus, vous soyez au clair. Dès qu'il y a jeu, il y a point de maintenance. C'est-à-dire le mécano doit intervenir. Quand il n'y a pas de jeu, par exemple, et que la liaison est une liaison par vissage, le mécano, il va aller vérifier si le vissage est correct. Donc il va utiliser quoi comme appareil pour ça ? Pour savoir si le serrage est correct. La clé dynamométrique, je suis d'accord. Ok. Si par contre il y a du jeu, suivant le type de jeu, on va utiliser micromètre, un pied à coulisse, une jauge d'épaisseur, voilà, tout ce qui nous permet de vérifier les jeux. Donc après il y a des pièces qui vont être en contact les unes avec les autres et qu'on va appeler des pièces d'usure. C'est-à-dire que c'est des pièces dont on sait très bien qu'elles ne vont pas durer, et c'est fait exprès parce que si cette pièce-là ne s'usait pas, c'est tout l'ensemble qui s'userait. Donc du coup, on a privilégié, on a sacrifié, entre guillemets, une pièce pour dire, celle-là, elle est facile à remplacer, donc on va la faire s'user plus vite que le reste, de telle façon à ce que l'ensemble reste toujours performant. Voilà. Dans notre boulot, il est là. C'est de vérifier. Il faut savoir aussi que qui dit jeu, dit bruit. Donc pour un constructeur de moto, il lui faut des jeux parce qu'il faut que les pièces puissent bouger, l'une par rapport à l'autre, ou pas. Mais s'il y a un jeu, donc il y a un espace entre deux pièces, il faut que cet espace soit calculé au plus fin, de telle façon qu'il n'y en ait pas trop, parce que s'il y en a trop, ça va faire du bruit, et s'il n'y en a pas assez, ça va chauffer. Et donc ça va s'user plus vite. Ou voire même, si dans le cas d'un piston dans un cylindre, ça peut arrêter le piston, par le fait que la dilatation va faire que le piston va se serrer dans le cylindre. Donc tout cela, les jeux, les valeurs de jeu, ce n'est pas vous le mécano qui les décidez, c'est bien le constructeur de la moto, et notre boulot à nous, c'est d'aller vérifier si ce jeu est correct. Voilà, je voulais faire ce rappel parce qu'il est important, parce que souvent, quand on vous parle de liaison pivot, liaison glissière, ça vous passe largement au-dessus de la tête, c'est un peu compliqué à retenir. Donc moi, je vous dis simplement une chose, soit il y a du jeu, soit il n'y en a pas. C'est-à-dire, soit les pièces doivent avoir un mouvement relatif l'une par rapport à l'autre, soit elles n'en ont pas. Mais dans les deux cas,
le mécano, au point de vue de la maintenance, c'est à lui de vérifier si effectivement il y a le jeu convenu ou il n'y a pas le jeu convenu. Voilà. Hein, donc voilà. Je voulais juste faire ce petit rappel pour que ça soit bien clair dans vos têtes. Donc quand des fois vous vous interrogez de savoir ce que vous devez faire sur une moto, ben voilà. Vous avez l'intégralité de toutes les actions que vous devez mener sur un véhicule. Eh bien, elles sont là. Elles sont écrites là sur une page. Hein. Et quand c'est des pièces d'usure, évidemment, ben, vous aurez à les remplacer plus fréquemment. Et si jamais il y a une détérioration entre deux pièces, ben, il va falloir intervenir. Et la détérioration, en règle générale, va altérer, donc va abîmer la valeur du jeu. Donc le jeu, c'est la vie. Alors, la fonction tenue de route. On attaque réellement le sujet d'aujourd'hui. Donc la tenue de route, elle doit permettre d'aller et venir confortablement et en toute sécurité, quelle que soit la configuration de la route, que ce soit des lignes droites, des virages, des montées, des descentes, et quelles que soient les conditions météorologiques. Évidemment, quand je dis quelles que soient les conditions météorologiques, il va y avoir des limites. Hein. C'est un véhicule terrestre, c'est pas un véhicule amphibie. Hein. Donc si la route est inondée, par contre, on doit tolérer certaines contraintes météorologiques ou voire même certaines contraintes de configuration de route. Il y a des côtes qu'on ne pourra peut-être pas monter, hein, ou des descentes qu'on ne pourra peut-être pas descendre. Il va y avoir des limites, mais ça, c'est les limites que généralement, quand on construit une route, on tient compte du fait que le véhicule qui va y circuler doit pouvoir y circuler, enfin, ou tout au moins la quasi-totalité, voire presque l'intégralité des véhicules qui vont circuler dessus. Hein. Est-ce que là-dessus, sur cette première phrase, il y a des questions ou pas? Non, ça va, c'est clair pour vous? Ok. Oui, oui. Très bien, on continue. Elle doit permettre également de changer de direction. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller dans un sens. On n'est pas obligé de faire le tour de la Terre pour revenir au point de départ. Hein. On peut très bien arriver à un point, puis faire demi-tour et repartir dans l'autre. J'enfonce des portes ouvertes, mais c'est bien de le savoir parce que c'est comme ça qu'on comprend comment on construit un système. On part des contraintes qui sont liées au système, donc d'aller et venir, de changer de direction. Le système de tenue de route doit également supporter les autres organes de la moto et les charges transportées, avec des limites toujours pareilles. Je suis d'accord, c'est pas... On va pas se retrouver comme en Asie avec, je sais pas si vous avez vu ces images là où il y a un mec et puis il est entouré de colis autour de lui. Bon, ça c'est la moto à la base, elle n'est pas prévue pour ça, bon, mais elle y arrive. Donc eux l'utilisent comme ça. Et en même temps, tout cela doit se faire à la seule volonté du pilote. C'est toujours le pilote qui décide. Ce n'est pas au véhicule ou à la route surtout, hein, à décider ce que doit faire le pilote. C'est le pilote qui doit décider. Voilà. Donc, ça c'était pour... Est-ce que vous avez eu le temps de noter? C'est bon? Ok, ça marche. Donc ça c'est ce qu'on attend du système tenue de route. Voilà ce qu'on attend de lui. Donc d'aller et venir, de changer de direction et de supporter les éléments. Voilà. Et ça doit être fait à la volonté du pilote. Ce qu'on appelle la fonction, hein, du système. Alors maintenant, on va regarder ce que c'est qu'une moto, réellement. Une moto, c'est un solide déformable qui se déplace sur plusieurs types de supports. Ça peut être du sable, de la terre, du bitume, du ciment, je sais, et ce, le plus confortablement possible. Donc les éléments qui vont composer la tenue de route vont permettre cela. J'insiste bien sur le fait qu'une moto est un solide déformable. C'est-à-dire que ses cotes géométriques vont varier. Alors, on a dans les éléments de la partie cycle, on va avoir un sous-ensemble qui s'appelle le châssis. Après, on va avoir d'autres sous-ensembles qui sont les trains roulants. On reviendra après dans le détail, peut-être pas dans ce cours, mais dans un autre, on reviendra dans le détail de ces sous-systèmes qui composent le système tenue de route. Ou alors vous irez voir sur la ressource un petit peu ce qu'il y a dedans, ça peut être intéressant. Il y a ensuite la direction, hein, c'est important, c'est une partie. Alors, vous verrez, il y a certaines choses qui sont liées à d'autres, hein, mais bon, nous sur une moto, généralement dans le châssis, on y a intégré la direction, mais on peut avoir une direction qui soit démontable, c'est possible. Et après, on a les systèmes de suspension
qui eux donc permettent d'absorber les irrégularités de la route, voire autre chose. On y viendra après. Et contrairement à une voiture, une moto est à l'arrêt instable, du fait qu'il n'y a que 2 roues, donc seulement 2 points d'appui au sol. Or, ça vous l'avez fait en construction méca, certainement. Que faut-il pour qu'un véhicule soit en équilibre, en statique? Il lui faut impérativement 3 appuis. Si vous mettez 2 doigts, vous pouvez essayer, vous mettez 2 doigts sur votre table, vous essayez de vous osciller autour de ces 2 doigts et vous allez voir que vous allez tomber. Si maintenant vous rajoutez un 3e appui, ça ne bouge plus. Donc allez, on revient au truc. Donc on a les 2 points d'appui, c'est les 2 points orange sur votre écran qui sont liés par un axe. C'est normalement l'axe dans lequel doivent se trouver les 2 points d'appui de la roue. Si je veux faire retenir le système, c'est-à-dire si je veux qu'une moto à l'arrêt tienne droit, sans qu'elle tombe, et on va y adjoindre une béquille latérale. Donc je vais créer un 3e point, et à partir de là, je vais relier ces 3 points, donc les 2 orange et le bleu, et si je les relie, on appelle ça, cette surface qui est générée, ça s'appelle la surface de sustentation. Voilà, c'est un terme très technique, mais enfin c'est très simple. Si vous vous mettez debout, vous verrez, on fera l'expérience tout à l'heure, vous verrez ce qui se passe. Donc, il faut absolument que le centre de gravité de la moto soit toujours à l'intérieur de cette surface. Le point G, là, que vous avez ici, s'il est à l'intérieur de la surface, la moto est en équilibre. S'il est à l'extérieur de la surface, il est en déséquilibre, donc la moto va tomber. Vous mettez votre moto sur béquille, donc du coup le poids de la moto va se trouver à l'intérieur de la surface. Si vous relevez votre moto et que vous la penchez de l'autre côté, donc vous faites passer le centre de gravité à l'extérieur de la surface, auquel cas elle tombe. Est-ce que ça vous paraît admissible, compris? Oui. Ouais, ça va, c'est pas compliqué non plus. Ok, donc il y a des équilibres quand le point G est en dehors de la surface de sustentation. La moto tombe, d'accord. Alors, comment ça fait-il qu'une moto reste droite quand on roule? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées là-dessus? Pourquoi une moto tient droit quand on roule, alors qu'à l'arrêt elle tombe? Parce qu'il y a un mouvement, enfin je veux dire, c'est pas l'énergie grâce à la vitesse. C'est grâce à la vitesse. Ouais, mais pour prendre la vitesse, que faut-il pour qu'une moto prenne de la vitesse? Et La puissance et de la cranche. qu'est-ce qui fait qu'une moto se déplace sur la route? C'est grâce à quoi qu'elle se déplace? La roue arrière, la force du moteur qui transporte la roue arrière au sol. D'accord, donc c'est bien parce que la roue tourne que la moto avance, on est d'accord? Oui. Donc ce qui veut dire que dès que la roue tourne, il va se passer un phénomène qui va faire que le fait... Comment? C'est pas l'effet gyroscopique? L'effet gyroscopique. Ben, écoute, on va voir. Qu'est-ce que tu en sais de cet effet gyroscopique? Déjà, il y a des questions dessus pour les fiches moto, donc je l'ai révisé. Ouais. Enfin, je passe mon permis, mais... Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Tiens, c'est intéressant de savoir comment les auto-écoles parlent du couple gyroscopique. Tiens, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'ils en disent, les auto-écoles, du couple gyroscopique? Les fiches, je m'en rappelle plus. Donc, eux vous ont dit que la moto tenait droit grâce au couple gyroscopique, c'est ça? Ouais, c'est grâce à l'effet gyroscopique. Ah ouais, d'accord. C'est comme le principe d'une toupie ou d'un gyroscope, quoi. Quand tu le fais tourner, ben, il reste droit. D'accord, ok. Bon, ben allez, on va regarder ça. Bon, ça, c'est vraiment un point de vue très étrange, mais que je comprends parce que c'est vrai que c'est un point de vue dans le public qui est très partagé. En fait, c'est pas du tout ça qui fait qu'une moto reste droite et roule droit. Ce n'est pas les effets gyroscopiques, bien au contraire. Mais on va le voir de suite. Alors, c'est en fait grâce au moment d'inertie des roues. Alors, je ne vais pas rentrer dans le calcul du moment d'inertie d'une roue, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais en fait c'est très simple. Dès qu'on met en rotation une masse autour d'un axe, donc c'est le cas
de notre roue, hein, où on a un axe, un moyeu, et puis on a un cerclage hein, autour, et ce cerclage, on va le faire tourner autour de l'axe. Donc cette masse-là, hein, va se mettre en mouvement, et donc ce mouvement va générer une force centrifuge, c'est-à-dire que c'est une force qui va avoir tendance à écarter le poids de son axe. Et en l'écartant, eh bien, il va faire comme pour la toupie, hein, tu as raison. Hein. Donc si je prends ma roue, j'ai l'axe de roue qui est ici, j'ai une certaine masse hein, de la roue, et cette masse-là, je vais la faire tourner, et quand je vais la faire tourner, eh bien, ça va générer une force qui va tendre à écarter la roue la masse de son axe, donc à essayer de l'écarter, et du coup, ben, la roue va tenir. C'est le principe de la toupie, quand elle ne tourne pas, son axe de rotation est au sol, et dès que je vais faire tourner la toupie, eh bien, elle va tourner autour de son axe, et plus sa vitesse sera importante, plus la force centrifuge de sa masse sera importante, et plus elle va tenir droit. Et on va remarquer que dès que la vitesse de rotation de la toupie se réduit, eh bien, on va voir la toupie qui va commencer à se déplacer. Hein, vous avez dû le remarquer ça, quand vous avez joué avec les toupies. Ben, le déplacement, en fait, c'est ça. C'est à ce moment-là que le couple gyroscopique intervient. C'est pas... quand tu vois la toupie qui commence à tituber, hein, entre guillemets, ben, ça veut dire qu'elle est sous l'effet du couple gyroscopique. Donc ce qui veut dire que c'est néfaste. Ce couple gyroscopique, il est néfaste. C'est un contre-effet du fait qu'on met la roue en rotation. Alors on a besoin de mettre la roue en rotation pour qu'elle acquiert une certaine vitesse et donc une certaine force centrifuge, donc un certain moment d'inertie, qui va faire qu'elle va rester droite, hein, que donc sa masse va tourner autour de son axe, et comme l'axe, nous on l'a mis parallèle au sol, et bien du coup la roue va se retrouver perpendiculaire au sol. Le pneu va se retrouver perpendiculaire au sol, et donc on va pouvoir avancer, ce qui est génial. Hein, il faut bien voir qu'au niveau de l'axe, ici, nous on a le bras oscillant ou la fourche, qui relie ces deux points-là. Hein. Donc, en tenue de route, les effets gyroscopiques, mais pas seulement, hein, on a aussi tous les éléments qui tournent dans une moto. Les arbres de boîte, les volants, les vilebrequins, enfin, les arbres de transmission quand on a une transmission par cardan, tout ce qui tourne hein, et qui a une masse génère du couple gyroscopique. Voilà. Et donc, ce couple gyroscopique, tantôt il sera bénéfique, on va s'en servir, tantôt il va être néfaste. Alors si vous voulez savoir l'effet d'un couple gyroscopique, c'est très simple. Vous vous amuserez à la maison, bon normalement je le fais à l'atelier, hein, mais là bon on n'y est pas. On prend une roue, hein, on la tient par son axe, on la met donc dans sa position normale de circulation, c'est-à-dire perpendiculaire, l'axe de la roue est perpendiculaire au sol, on fait tourner, vous faites tourner, puis ensuite vous allez essayer de braquer, de tourner, de braquer la roue. Et quand on va braquer la roue, automatiquement elle va s'incliner. Hein, le fait de braquer va générer une inclinaison. Ça c'est le couple gyroscopique. Et si par exemple je penche la roue, l'axe, si je penche l'axe, il va avoir tendance à braquer. Donc c'est des effets, ces effets de braquage ou d'inclinaison sont dus au couple gyroscopique. Et ça peut être bénéfique comme plutôt néfaste. Hein. Est-ce que jusque-là j'ai perdu personne? Ça va? Non, c'est clair pour tout le monde? Très bien. Alors, on a dit que la fonction de tenue de route doit utiliser les moments d'inertie des roues. Bah oui. Sauf que, du coup, au châssis, je vais transmettre hein, aux éléments qui vont lier les roues entre elles, hein, tous ces éléments-là vont subir les effets gyroscopiques. Donc il va falloir que les éléments du châssis eh bien, combattent les effets gyroscopiques générés par la rotation des roues. Alors, on va prendre un petit peu l'ensemble châssis, train roulant. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui est train roulant, qu'est-ce qui est châssis. Donc, on a le châssis qui est... Pardon? Ah oui, oh là là, ça y est. C'est génial. J'ai bien fait ou pas? Ouais, j'ai bien fait. Ouais, super, merci.
Donc en rouge, vous avez tout ce qui est châssis ou structure ou cadre, hein, c'est les termes que vous pouvez trouver. Hein. Châssis, structure, cadre, hein, c'est les noms qu'on donne. Après, on a le train avant. Le train avant, donc, qui lui est directionnel sur une moto. Hein, c'est lui qui va permettre à la moto de pouvoir changer de direction. Et ensuite, on a un train arrière qui est moteur sur une moto. Hein, donc une moto est une propulsion. C'est une propulsion. Donc c'est par la roue arrière qu'on va transmettre l'énergie moteur, hein, pour faire avancer le véhicule. Donc on dit que le train arrière est moteur. Ce qui veut dire que si le train avant est directionnel, il va avoir ses propres contraintes. Et si le train arrière est moteur, il aura également ses propres contraintes. C'est-à-dire ce qui va gêner à son fonctionnement. Alors, la liaison entre les divers... Oui, Clément. Ah, je pensais que tu voulais prendre la parole, excuse-moi. La liaison entre les divers composants de la tenue de route. Donc, on a la liaison entre le train avant et le châssis. C'est la partie bleue qui est ici. Hein, et cette liaison, que peut faire la roue avant autour du châssis? Qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est une question. Hein. Oui, Lucas? Elle peut plus tourner de toute façon. Voilà. Donc, elle va avoir une rotation limitée, hein, évidemment. Hein. La rotation est limitée, mais elle va pouvoir tourner. Hein. Donc, on va pouvoir changer le plan de la roue par rapport au plan du châssis. Ce qui va faire qu'on va pouvoir tourner. Donc, elle va braquer. La liaison entre ces deux pièces, entre ces deux composants de la tenue de route, donc entre le châssis et le train avant, c'est une liaison pivot limitée et on tourne autour de l'axe de direction. Donc il y a une colonne T inférieur, T supérieur. Ensuite, entre le train arrière et le châssis, c'est donc la partie verte qui apparaît. Hein. On va avoir là aussi un mouvement de rotation entre le bras oscillant et le châssis. C'est une liaison pivot limitée autour de l'axe. Donc qui dit liaison avec un mouvement dit jeu, obligatoirement. Et qui dit jeu dit point de maintenance. C'est-à-dire que ça sera à nous de vérifier, les mécaniciens, si effectivement la liaison pivot entre le train avant et le châssis est correcte, c'est-à-dire cette liaison doit permettre le mouvement, mais ne doit pas non plus avoir un jeu trop exagéré, parce que sinon, comme ce train avant va être contraint également par les efforts retardateurs, dans les efforts de freinage, ben on va avoir, si on a trop de jeu, on risque d'avoir une direction qui risque de ne pas remplir totalement sa fonction. Et pareil pour la roue arrière. Au niveau du bras oscillant, le jeu au bras oscillant ou le jeu au roulement de roue peut générer des troubles de comportement sur le véhicule. Donc en tant que mécano, ça sera des points de maintenance pour nous. Il va falloir qu'on aille le vérifier, hein, si l'on veut que la fonction de tenue de route soit totalement réalisée. Et après, ces deux trains sont également liés au châssis par des éléments élastiques. Hein, si vous regardez bien, on a entre la roue et le châssis, on a un élément élastique qui est posé, qui s'appelle donc une suspension. Et le fait que la suspension est un élément qui va se déformer, qui va avoir une dimension qui va se déformer, eh bien la suspension va être plus ou moins longue ou plus ou moins courte, suivant dans quel sens on se met, auquel cas on va avoir une variation géométrique de l'ensemble. Train, châssis, hein, va changer de dimension. Et tout cela, évidemment, va générer des contraintes, hein, au niveau du comportement du véhicule, et contraintes auxquelles un mécano doit remédier. Hein. Quand un client va venir vous voir et vous exprimer un trouble particulier, mais ça sera le prochain cours, et bien quand il va vous indiquer un trouble, il va falloir que vous, immédiatement, vous puissiez vous rappeler quel est le type de liaison, et si la liaison n'est pas correctement réalisée, c'est-à-dire s'il y a trop de jeu ou pas assez de jeu, hein, ou pas assez de jeu, quels sont les phénomènes qui sont générés par le fait d'avoir plus ou moins de jeux à ces endroits-là? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Non. Je continue. Alors, les déformations géométriques. Alors, je vous ai mis plein de côtes, il y a plein de flèches, il y a plein d'angles. Hein. Donc, déjà dans les côtes géométriques,
Et la première cote que l'on connaît, hein, que l'on apprend à l'école, c'est la distance entre les deux axes de roue. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me donner le nom que l'on a donné à cette distance entre les deux roues? Ah, elle m'a rappelé aussi. Alors, je veux ça, c'est le... Non, Ouais, l'empattement. c'est l'empattement, exactement. Donc, la distance entre les deux axes de roue, c'est l'empattement. Ouais. Ensuite, on a un angle de suspension, ici, qui est important. Hein, c'est un angle de suspension. Mais outre l'angle de suspension, le plus important, c'est l'axe de direction. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ils ont le même angle. Ouais, ils ont le même angle parce que c'est plus facile de faire, de fabriquer un ensemble T tube qui soit perpendiculaire plutôt que légèrement incliné. C'est pour ça que, comme la construction est plus facile, on a mis le même angle à la fourche que celui qu'on va mettre à la direction. Comme ça, c'est plus facile à réaliser. Mais on pourrait très bien avoir un angle de direction X, alpha, et un angle de suspension bêta. On pourrait. Bon, nous, en règle générale, c'est les mêmes. Après, la valeur qui lui est donnée, moi j'ai une petite théorie dessus, hein, mais ça n'est que ma théorie, ce n'est pas une autre théorie. En fait, cette inclinaison, elle permet, si on regarde la valeur du coefficient d'adhérence entre le pneu et parce que je sais que je vais être repris, entre le pneu et le sol, généralement cette inclinaison de force qui s'exerce est une force qui fait à peu près 27 degrés. C'est la tangente du coefficient d'adhérence, enfin bref. Et donc ça donne cette inclinaison de 27 degrés qui permettrait, d'après mes suppositions, qui ne sont pas des exactitudes, enfin tout au moins jusqu'au moment où elles seront contredites, évidemment, permettront à la fourche de travailler dans coaxialité entre les tubes et le fourreau, hein, pour que le tube ne se torde pas ou que la fourche fonctionne correctement. Il faut que l'axe de fourreau et l'axe de tube soient confondus. S'il y en a un qui se décale par rapport à l'autre, automatiquement, on va avoir un coincement de fonctionnement. Donc pour éviter ce coincement de fonctionnement, on va mettre cette inclinaison de 27 degrés. Alors, aujourd'hui, ça change. Sur les motos, on commence à avoir des inclinaisons de fourche qui commencent à être de plus en plus droites. Hein. Tout cela est dû au fait que vous avez pu remarquer que les fourches devenaient de plus en plus, ont des dimensions de plus en plus grandes. Hein. On a des diamètres de plus en plus importants. Avant, on avait des fourches range guide qu'on appelle chez nous, hein, donc toutes fines. Donc, comme elle ne supportait pas beaucoup d'efforts latéraux, il fallait absolument que la coaxialité soit bien respectée. Aujourd'hui, on va pouvoir combattre à ces petits défauts de coaxialité avec des fourches qui sont plus grosses, hein, avec un diamètre plus important. En même temps, et vous l'aurez constaté vous aussi, les pneumatiques ont un coefficient d'adhérence qui a évolué. Hein. Entre les pneus d'avant, en termes d'adhérence, et les pneus d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Et je suppose que ça, peut-être vous le constatez pas parce que vous ne vivez qu'au temps présent, mais pour des gens âgés comme moi, qui roulons en moto depuis des années, qui avons vu toutes ces évolutions, je peux vous garantir que entre les pneus d'hier et les pneus d'aujourd'hui, la différence est phénoménale, mais phénoménale. Avant, quand on conduisait une moto, on savait jamais quand c'est qu'on allait tomber. Donc, mentalement, c'était compliqué. Hein, ça prévenait pas. Ça dégageait, on se mettait par terre. On ne comprenait pas pourquoi. La différence avec les pneus d'aujourd'hui, c'est qu'avec un pneu aujourd'hui, on ne peut plus tomber. Ou quasiment pas. On ne peut plus tomber. Par contre, la conduite des motos d'aujourd'hui est beaucoup plus physique que celle qu'elle était avant. Il y en a qui veulent intervenir? Non? D'accord. Ok, donc on a cette inclinaison ici de fourche, hein, enfin de direction, pardon. Je vais prendre pas l'inclinaison de fourche, mais l'inclinaison. Alors sur ce modèle-là, c'est vrai que j'aurais pu en prendre un autre.
sur ce modèle-là, c'est quasiment confondu entre l'axe de fourche, hein, l'axe d'inclinaison de fourche et l'axe de direction. Mais quand je fais une projection au sol, ici, de cet axe de direction, et quand je fais une projection au sol de l'axe de roue avant, la distance entre ces deux points s'appelle la chasse linéaire ou le déport. Ok? Alors ensuite, on a la distance qui est importante aussi entre le point de contact au sol de la roue arrière et l'axe de bras oscillant. C'est-à-dire c'est autour de ce point que va tourner le bras oscillant. Hein, l'axe de roue arrière va tourner autour de ce point. Après, je vous ai mis d'autres inclinaisons. Alors il y a une hauteur qui est, là j'ai pris la hauteur du point d'ancrage de la suspension arrière. Hein, normalement, bon, c'est une horizontale. Et puis il y a un dernier point que je vous ai mis, c'est entre le point d'ancrage, alors on ne le voit pas très bien, entre le point d'ancrage supérieur de l'axe de suspension arrière, le point d'ancrage de suspension arrière, et l'axe de T et le T supérieur, la partie basse du T supérieur. Vous allez voir pourquoi je vous mets ça. Hein, vous allez voir. Alors, il y en a qui parleront d'assiette. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme-là, l'assiette d'une moto. Ouais. Ouais. Qui c'est qui n'a jamais entendu parler de ce terme d'assiette? Moi. Valentin? Alors, une assiette, généralement, l'assiette, c'est la position à l'arrêt d'une moto. Hein. Donc, soit on va avoir une position qui fait que on va mettre une moto inclinée vers l'avant ou inclinée vers l'arrière. Hein. En règle générale, on essaie d'adopter une inclinaison où la moto va être relativement droite, sans avoir un effet. Alors, si je prends par exemple un chopper, hein, on va voir qu'il va avoir une assiette très relevée, hein, puisqu'on va avoir un avant qui va être très très haut par rapport à la selle, par exemple. Hein. Au jour d'aujourd'hui, on donne l'assiette en traçant une droite qui va entre le point d'appui, dans le siège, hein, où est assis le pilote, et les poignées du guidon. Et en fonction de ça, ça donne l'assiette. Alors moi, je vous ai pris ce point-là. Pourquoi? Parce qu'on va voir quand on va freiner que cet ensemble géométrique-là va se déformer. C'est bien ça le plus important pour nous. Alors, au freinage, qu'est-ce qui se passe? Au niveau des suspensions, qu'est-ce qui se passe au freinage? Qu'est-ce qu'on constate au niveau des suspensions? Les fourches se compriment et l'amortisseur il se détend. Exact. D'accord. Donc on a... Il va vers l'avant, quoi. Voilà, effectivement, on va avoir ce qu'on appelle un transfert de charge. Hein. La charge de l'arrière, sur l'arrière, va passer sur l'avant. Donc, si je fais ça, je vais arriver à cette situation-là. Vous êtes d'accord avec moi? Bon. Ce qui veut dire que si on regarde bien, on va avoir la distance entre les deux axes, qu'on appelle l'empattement, qui a varié. Elle est plus courte que ce qu'elle était. Donc on va avoir un empattement qui va se réduire. Vous pouvez remarquer également que l'inclinaison de la fourche par rapport au sol a varié également. Ce qui veut dire que cette inclinaison de direction, comme tout à l'heure ça nous donnait la valeur de déport au sol, du coup le déport au sol va se réduire. Donc on va avoir un empattement qui va se réduire, on va avoir une assiette qui va changer, évidemment, puisqu'on va basculer le poids sur l'avant, et on va avoir une inclinaison de direction qui va elle aussi changer et qui va nous donner une nouvelle valeur de déport au sol. Ce qui fait que, comprenez bien que quand on construit une moto, on la construit à la base droite, hein, et puis ensuite on va regarder les effets que les contraintes dues à la circulation, c'est-à-dire les accélérations et les freinages, ce que ça génère comme modification géométrique, de telle façon à ce que ces cotes géométriques que l'on a mises, on ne les a pas mises pour rien. Elles répondent à quelque chose. Et on le verra dans notre prochain cours, à quoi répondent ces cotes géométriques. Il est évident qu'on va accepter plus ou moins de déformation, parce que l'on sait que la cote géométrique, si elle est de x,
on va avoir tel effet, tel comportement du véhicule. S'il y a une valeur Y, ben, à la limite, on va altérer ce comportement, mais sans pour autant le détériorer. Et si on passe à une cote Z, par exemple, auquel cas, par contre, on peut générer des troubles de comportement. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il faut que notre véhicule il permette de circuler, quelles que soient les circonstances, hein, en toute sécurité. Donc c'est pour ça qu'il va falloir tenir compte de ces déformations pour pouvoir gérer le comportement de l'ensemble du véhicule sur la route. Hein. C'est là le plus compliqué. Hein. C'est pour cela que, si vous voulez, que autant un moteur, le mettre au point, c'est relativement facile, hein, autant un châssis, c'est pas la même. C'est beaucoup plus compliqué. Et en plus, le châssis, il fait intervenir une notion que l'on n'a pas sur un moteur, par exemple, c'est la notion de subjectivité de la part du pilote. Hein. Chaque conducteur a des besoins particuliers, ressent les choses de façon particulière, hein, ce qui fait que peut-être que ce qui va aller bien en termes de modification géométrique d'un véhicule à Matisse, par exemple, ne conviendra pas du tout à Lucas, parce qu'ils n'ont pas du tout la même façon de conduire. Donc c'est pour ça que c'est compliqué pour un mécano de dire, ben, pour mettre au point une moto, voilà, il y a une règle standard, c'est celle-là. Au niveau châssis, je parle. C'est pas aussi évident que ça. C'est pas aussi évident que ça, parce que ça fait appel à la subjectivité du ressenti du pilote. Et là, on rentre dans un domaine qui est un peu plus compliqué à gérer pour un mécanicien. Après, il y a des réglages de base, hein, évidemment. Hein. On l'a vu d'ailleurs avec vous, on l'avait fait, je crois, non on avait fait les réglages de la MT-09 ensemble. Avec certains, on l'avait pas fait l'année dernière. Il n'y en a pas. Les suspensions? Ouais. Non, c'était sur la R1. Ouais. Ah, c'était sur la R1 qu'on l'avait fait? D'accord. Où on avait fait la course morte, la course hydraulique, la fin de la butée hydraulique, tout ça? Ouais, d'accord. Donc ça, on l'avait fait sur la R1. Bon, après, quand on passe de la position haute à la position basse, hein, il y a la vitesse à laquelle on va y passer. Hein, et ça va être le réglage qu'on va avoir sur les éléments de suspension qui vont nous permettre de pouvoir, suivant le pilote, aller plus ou moins loin, hein, plus ou moins vite d'un point à un autre. C'est tout. Après, partir du point A au point B, c'est-à-dire donc entre le moment où la moto est appuyée sur les roues, au sol, et le moment où elle est complètement comprimée, donc entre cette course morte, quand on tire la moto, la roue du sol, et qu'elle ne touche pas le sol, on a une distance entre les deux suspensions. Dès qu'on pose la roue sur le sol, donc avec la charge, la suspension va légèrement s'enfoncer. Cet enfoncement, c'est la course morte. Cette course morte, elle est quasiment pas constante, mais il y a des règles, quoi. Suivant le type de véhicule, on va aller de 1,5 cm à 3 cm, par exemple. Vous voyez? Alors ça, cette course-là, elle va servir surtout quand on va être en accélération, hein, quand la roue, l'avant, le guidon va vouloir s'éloigner du sol. Hein, il faut absolument qu'il puisse s'éloigner et accepter pendant l'accélération que la roue continue de toucher le sol. C'est ce qu'on va rechercher dans cette course morte. Et la course butée, celle que l'on a au contraire quand on est en freinage maximal, donc avec la fourche complètement enfoncée, on va garder un tampon hydraulique, hein, et ce tampon hydraulique, lui, il va être là pour que le pilote puisse toujours sentir où il en est de son adhérence au moment du freinage, de ne pas perdre la roue. Hein, c'est hyper important. Après, la vitesse à laquelle on va aller d'un point à un autre, ça c'est en fonction de chacun, hein, que l'on va le faire. Alors si il y a des règles pour la course morte, je vous dis entre 1,5 et 3, suivant le type de véhicule et le mode de conduite, ça peut, en bas c'est généralement, faut garder un bon centimètre de butée hydraulique afin qu'on ait toujours un certain ressenti, hein, au niveau de la suspension. Mais quoi qu'il en soit, en termes de suspension,
il faut absolument utiliser l'intégralité de la course, hein, de la fourche hein, ou de la suspension arrière pour qu'elle soit le plus efficace possible. Hein, c'est hyper important. Il faut vraiment faire très attention à ça. On me dit que la course, c'est le débattement, en gros. Ouais, c'est le débattement, ouais, voilà, c'est ça. Oui, enfin, moi j'appelle la course et la course utile, c'est-à-dire la distance entre la moto quand elle est posée sur le sol, hein, sur son propre poids, et quand elle est comprimée complètement. J'appelle ça la course. Le débattement, c'est généralement le débattement total, c'est-à-dire donc quand on part sur une moto qui touche pas, la roue qui touche pas le sol, et ensuite, et voilà, c'est cette distance-là. Ça, le débattement de la fourche. Mais généralement, ce débattement, déjà, on va le réduire du fait qu'on va poser la roue sur le sol et qu'on va garder un petit peu quand même de distance pour pas que ça vienne en butée mécanique. Parce que si on venait en butée mécanique, c'est-à-dire si on n'avait pas de tampon hydraulique, de butée hydraulique, on aurait fer contre fer, et auquel cas, tous les effets du sol seraient immédiatement retransmis au guidon. Donc, ce qui veut dire que le pilote ne saurait plus à quel moment il faut qu'il relâche les freins, par exemple, pour éviter de croiser les roues. C'est pour ça qu'il faut toujours en garder un petit peu. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non. Non? C'est bon? C'est relativement clair pour tout le monde? Sur la phase d'accélération, c'est l'inverse, en fait. Ah oui, tiens, bonne truc. Que fait votre suspension arrière? Donc, on a vu que, par exemple, sur un freinage, on va avoir la suspension avant qui va se comprimer, hein, et on va avoir l'arrière qui va se soulever. Donc, on pourrait penser que la suspension arrière se détend. Effectivement, vous avez raison. Quand la roue ne touche plus le sol, on peut dire que la suspension arrière est complètement détendue. Mais en fait, c'est pas ça. Parce que quand on freine, si effectivement on freine correctement, on doit freiner des deux freins. Et auquel cas, si je freine de l'arrière, je vais comprimer aussi l'arrière. Donc je vais limiter son extension de l'arrière. Et donc je vais garder un véhicule beaucoup plus stable au freinage. Le frein arrière, il va servir à ça. Par contre, à l'accélération, que fait l'amortisseur arrière? Il se comprime et il faut qu'elle se détende. Qui c'est qui a monté une moto sur le banc? Est-ce qu'il y en a qui ont essayé des motos sur le banc au lycée? Bah oui, toute la classe. Toute la classe. Non, mais la montée, genre la poussée, je crois. D'accord. Et quand on règle la position de l'extracteur de gaz, qu'est-ce qu'on fait? On accélère et qu'est-ce qui se passe? Que fait le pot d'échappement généralement quand on accélère? Il monte. Alors que fait la suspension? Elle se décomprime. Oui, elle se détend. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, Mathis, une suspension ne s'enfonce pas arrière, ne s'enfonce pas l'accélération, mais elle se détend. Alors, ce qui se passe, c'est qu'elle va se détendre hein, jusqu'au moment où le couple de renversement, c'est-à-dire ce qui fait qu'une moto va cabrer, va être plus important que la détente de l'amortisseur. Auquel cas, effectivement, on va délester l'avant, il va y avoir un report partiel des charges sur l'arrière qui va faire qu'on va recomprimer l'arrière. Mais c'est pas parce que l'arrière se comprime que la roue avant se lève. C'est pas ça. C'est simplement le couple de renversement du véhicule qui devient important. C'est pour ça qu'on cabre. Mais c'est pas dû à une suspension qui s'enfonce, parce que bien au contraire, la suspension arrière va se détendre. Alors, je dis ça parce que on fait en sorte qu'elle se détende. Et ça, c'est dû à ce qu'on appelle l'effet de chaîne. Bon, bref. La valeur du squat, mais c'est un peu compliqué, mais si vous voulez, on pourra s'y amuser. Hein, c'est très facile à faire, donc on pourra s'y amuser à le tracer. La valeur de squat, en fait, va nous permettre de déterminer si effectivement notre suspension arrière va se détendre à l'accélération ou au contraire va se comprimer. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'en accélération, pour avoir le maximum d'adhérence, que la roue avant reste au sol. Voilà. De telle façon à ce qu'on garde de la direction sur le véhicule et que l'intégralité des efforts moteurs soit transmis au sol. Voilà.
et non pas avec offrir à l'air une surface beaucoup plus importante entre une moto qui va opposer une certaine surface à l'avancée. Je vous l'ai dit, l'air est très important, la force de l'air est très importante pour empêcher le véhicule d'avancer. Donc si par contre vous commencez à cabrer, vous allez exposer une plus grande surface à l'air et du coup vous allez aller moins vite. Donc c'est pour ça que les pilotes ne veulent pas cabrer. C'est pour conserver de la vitesse de déplacement, sinon ils en perdent naturellement. Donc vous voyez bien que tous les angles... L'assiette de la moto, elle s'incline, elle se baisse quand même. À l'accélération? Oui. Non. Normalement non. Si elle s'incline, c'est que la roue avant est en train de décoller. Mais tant que la roue avant touche le sol, on va avoir les deux suspensions qui vont se détendre à l'accélération. Les deux suspensions vont se détendre. Et à partir de là, on va pouvoir, mais dès que effectivement le couple de renversement du véhicule, le couple de cabrage si vous voulez, va devenir très important, on sera arrivé en butée de détente de la fourche avant et on va soulever la roue avant. Et auquel cas, là on va commencer à mettre de la charge sur l'arrière et donc on va recomprimer l'arrière, ce qui n'était pas le cas avant. Je sais que ça paraît bizarre, hein, mais le constat, on l'a tous fait sur le banc. Quand on accélère, la selle se soulève. Elle ne s'enfonce pas. Ok? Ouais. Comme quoi, hein, entre ce que l'on pense et la réalité des réactions géométriques d'une moto, c'est différent. Hein. Donc c'est vrai que c'est accentué sur le banc. Pourquoi? Parce que la roue avant est bloquée aussi. Hein, c'est accentué. C'est vrai que quand on roule, on a moins de levée de selle. Mais on l'a quand même. La poussée fait que normalement la selle se soulève. Mais bon, le problème c'est qu'il y a aussi le couple de renversement qui lui aussi tend à faire tourner la moto autour du point d'appui de la roue arrière au sol. Voilà. Pour la faire cabrer. Bon. Donc vous voyez bien que là on a toutes les cotes géométriques qui ont complètement varié. Hein. L'assiette a changé, la hauteur a changé, l'empattement a changé, les inclinaisons ont changé, le déport au sol a changé, tout a changé. Hein, donc vraiment le véhicule se déforme totalement. Et si je le prenais à l'accélération, c'est pareil. Hein, on a aussi de la déformation. On en a moins, mais on en a. Et je terminerai avec ça, ce sont les plans qu'il faut connaître sur une moto. Alors, on a un plan, on a le point G, donc qui est le point d'équilibre du véhicule. C'est sur celui-là que s'exerce le poids. Hein. Et donc, on a un plan longitudinal, c'est celui qui va passer par le point G, qui va traverser toute la moto. Ensuite, on a un plan horizontal, qui lui est perpendiculaire à X. Hein. Donc le plan longitudinal il est suivant l'axe des X. Après on a le plan horizontal qui lui est sur les Z et on a un plan transversal qui lui est sur les Y. Voilà. Mais ça vous aurez le temps, je vous mettrai le petit film, vous pourrez le regarder tranquillement. Voilà, donc on a ces trois plans, c'est pour bien comprendre quand on va parler entre nous, quand on va dire sur le plan longitudinal, sur le plan horizontal et sur le plan transversal. Ce sont des termes qui sont utilisés et quand on fera les troubles de comportement, vous verrez que ces termes-là seront utilisés, c'est simplement pour que vous connaissiez les termes. Voilà, donc ça sera à reproduire sur vos cours. L'alignement des roues doit être permanent sur l'axe des X. Ça c'est impératif, sinon on n'ira pas droit. Hein. Parce que la poussée de la roue arrière va vouloir aller dans l'axe des X. Et si le point de roue avant n'est pas sur l'axe des X, on va pousser en crabe. Hein. Donc ça ne va pas le faire. Voilà. Voilà, donc pour aujourd'hui, ce que je souhaitais. Alors bon, comme on n'a pas cours vendredi, les loulous, ça serait bien de faire ça pour que lundi, on puisse reprendre là où on en est, hein, puisque après on va attaquer les cotes géométriques et très certainement l'influence des cotes sur le comportement d'un véhicule. Donc ça va être important. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des observations à me faire?
Donc, vous aurez simplement qu'à compléter le document et on s'est arrêté donc sur les plans. Hein, on en était au plan. C'est bon pour vous? Donc, ça serait bien que pour lundi, ça soit fait de telle façon qu'on puisse reprendre le cours avec déjà de votre côté une mise à jour de ce qu'on a fait aujourd'hui. Hein. Voilà, il risque d'y avoir une petite évaluation, je vous le dis.